Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur un homme méconnu, voire inconnu, mais dont les actions sont capitales. Deux hommes incarnent la politique française au XVIIe siècle. L'un se nomme Armand Jean du Plessis, duc et cardinal de Richelieu, et l'autre, roi de France, Louis XIII. Ces deux figures imposantes de l'histoire sont conseillées et aidées dans l'ombre par un personnage discret. Certains conseillers de l'ombre ont eu une influence considérable. Le plus puissant fut certainement François Leclerc du Tremblay, le fameux Père François. L'éminence grise du cardinal de Richelieu. Vous voulez en savoir plus sur sa vie et son rôle? Venez avec moi. François-Joseph Leclerc du Tremblay est né à Paris en 1577. Son père, président du Parlement, a aussi été ambassadeur à Venise. Sa mère, Marie du Mortier de La Fayette, était l'arrière-petit-neveu de Marguerite Leclerc du Tremblay, épouse de Jacques Coictier, médecin président de la Chambre des comptes de Paris et l'un des plus proches conseillers du roi Louis XI. Il reçoit une éducation classique très soignée. Durant son enfance, marquée par les guerres de religion, on ne pouvait lui parler qu'en grec ou en latin. Seule sa mère joua un rôle central dans son éducation, pouvait lui parler en français. Il a étudié les auteurs classiques, mais également les auteurs contemporains. En 1595, il fait un long voyage en Italie, dont il revint pour embrasser la carrière des armes. Il servit lors du siège d'Amiens en 1597, puis accompagne une ambassade extraordinaire à Londres. Son frère, Charles Leclerc du Tremblay, sera gouverneur de la Bastille. À 20 ans, l'adolescent quitte l'armée pour faire de brillantes études de théologie. Il entre dans l'ordre des Capucins sous le nom de Père Joseph. En 1603, il quitte le séminaire et il est nommé maître de philosophie à Paris. Son engagement religieux coïncide avec la vitalité retrouvée du catholicisme français, après le désastre des guerres de religion. Il va se concentrer d'abord à la réforme de son ordre. En 1606, il fonde celui des filles du Calvaire, puis il se rend en Italie, se fait connaître au Vatican et prêche avec ardeur une croisade contre les Ottomans, non seulement à Rome, mais aussi à Florence et à Turin. En France, il va s'allier à Charles de Gonzague, duc de Nevers. Ce personnage turbulent fonde en 1617 l'ordre de la milice chrétienne destinée à la reconquête de la Terre Sainte. Le père Joseph le soutient dans la création de cette milice. Il s'agit évidemment d'un fantasme qui ne se concrétisera pas. Le capucin prêche aussi une mission au Mans, à Angers et à Saumur. Elle a pour but d'envoyer des religieux au Canada et en Anatolie pour tenter de convertir les populations locales. Il s'emploie également dans diverses provinces à la conversion des protestants. Son activité pastorale le fait remarquer à la cour de Louis XIII. On peut dire alors qu'il est une figure importante d'un mouvement qui s'appellera plus tard la Contre-Réforme. Il fonde également une maison de son ordre, les Capucins, à l'abbaye royale de Fontevraud, au carrefour de l'Anjou et de la Turenne. Il en modernise les règles. À cette entreprise, il associe l'évêque du diocèse de Luçon. Celui-ci est le confesseur d'Antoinette d'Orléans-Longueville, administratrice de l'abbaye. Or, l'évêque de Luçon se nomme Armand Jean du Plessis, duc de Richelieu. Armand Jean du Plessis naît à Paris en 1585. Il a donc 8 ans de moins que le père Joseph. Il est le fils de François du Plessis de Richelieu, capitaine des gardes d'Henri III et d'Henri IV, puis grand dévot de France, une très haute fonction. Son père meurt en 1590 à 42 ans de maladie et d'épuisement. Couvert de dettes, il s'était lancé dans des entreprises maritimes et commerciales incertaines. Armand Jean du Plessis a alors 15 ans. Il est frappé par le dénuement de sa famille, ce qui explique les goûts des affaires et de l'enrichissement du futur cardinal de Richelieu. Goût dont il expliquera d'ailleurs qu'il n'est pas en contradictoire avec le service intransigeant de la couronne. Son frère aîné, Alphonse, devait recevoir l'évêché de Luçon qui faisait partie du patrimoine familial, sauvegardé grâce à l'énergie de leur mère, Suzanne. Mais il y renonce pour entrer chez les Charteaux en 1605.
Armand-Jean Duplessis abandonne alors la carrière des armes qu'il avait entreprise pour conserver le bénéfice épiscopal à sa famille. Il restera cependant toujours marqué par sa formation militaire. Il est nommé évêque de Luçon par Henri IV en 1606, puis consacré à Rome par le pape l'année suivante. Il administre remarquablement son diocèse qu'il qualifie lui-même de plus crotté de France. Il encourage alors les missions pastorales des Capucins et des Horatiens qui travaillent à la conversion des protestants. Il ne le connaît pas encore, mais il a la même ambition que le père Joseph. Le nouvel évêque de Luçon est ambitieux, sa brillante intelligence mérite mieux qu'un évêché de province. Après l'assassinat du roi Henri IV en 1610, sa veuve, Marie de Médicis, est nommée régente du royaume, car le roi Louis XIII n'a que 9 ans. Après les premières révoltes de quelques grands personnages, dont le prince de Condé, elle décide de convoquer les États généraux en 1614. Armand-Jean Duplessis réussit à se faire élire délégué du clergé du Poitou. Il va profiter de cette occasion pour se faire remarquer. Lors de la séance de clôture des États généraux, c'est lui qui prend la parole au nom de son ordre. Son brillant discours est surtout une ode à la régente, Marie de Médicis. Heureux le roi à qui donne une mère pleine d'amour envers sa personne, de zèle envers l'État et d'expérience pour la conduite de ses affaires. Évidemment, la régente est séduite, mais Richelieu va devoir attendre le mariage du roi pour se rapprocher du pouvoir. En effet, afin d'apaiser les relations difficiles avec l'Espagne, Marie de Médicis a décidé de marier son fils à Anne d'Autriche, fille aînée du roi d'Espagne, Philippe III. Il s'agit d'un échange de princesses, puisqu'Élisabeth, la fille aînée d'Henri IV et de Marie de Médicis, est promise au prince des Asturies, l'héritier du trône d'Espagne. L'échange des princesses a lieu sur les bords de la Bidassoa, à la frontière franco-espagnole. Le mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche est célébré le 25 novembre 1615 à Bordeaux. Les mariés ont l'un et l'autre 14 ans. C'est après ces célébrations que Richelieu obtient sa récompense. Il est nommé aumônier de la jeune épouse de Louis XIII. Son ascension commence. Le 30 novembre 1616, il est nommé secrétaire d'État. Très rapidement, il devient le deuxième homme fort du Conseil, après le maréchal d'Ancre Concino Concini. Il prend en charge les affaires étrangères et la guerre. À cette époque, il s'entretient fréquemment avec le père Joseph à Fontevraud. C'est la rencontre de deux intelligences brillantes qui partagent le même idéal religieux. Richelieu est conscient de l'expérience et du sens politique du père Joseph, mais aussi de la volonté de ce dernier de ne jamais être en première ligne, ni de prendre la lumière. De son côté, le père Joseph n'est pas choqué par l'immense ambition de l'évêque de Luçon. Ces deux hommes vont bientôt travailler ensemble. Le père François entre en politique à la conférence de Loudun en 1619, soutenu par la reine et par le légat du Saint-Père. Il s'oppose aux thèses gallicanes qui avaient la faveur de la noblesse et réussit à les convaincre d'abandonner les tendances schismatiques du gallicanisme, courant catholique visant à rendre les églises de France indépendantes par rapport au pape. En 1612 commencent les fructueuses relations personnelles qui devaient continuer à entretenir de façon si fidèle avec Richelieu. Une grande amitié, toute de complicité politique s'établit entre l'homme en rouge et le moine aux 1000 ressources. Richelieu, admiratif de ses talents de prédicateur et de fin négociateur. En effet, grâce à son vaste réseau de capucins, ce dernier avait créé un véritable service de renseignement avant l'heure, qu'il met entièrement au service de Richelieu. Les moines, devenus agents de renseignement, lui permettaient en effet d'avoir en permanence des informations confidentielles en provenance des différentes zones du conflit. En 1616, avec le duc de Nevers, il réussit à convaincre le pape d'envisager une croisade contre les Ottomans par une sorte de nouvel ordre du Temple. Le projet se trouve avorté en 1618 par la défenestration de Prague, déclenchant la guerre de 30 ans.
Si Richelieu est le deuxième homme fort du conseil de régence, le premier est le favori de la reine, un Italien arrivé avec elle de Florence, Concino Concini, qui avait épousé la dame d'honneur préférée de Marie de Médicis, Leonora Galigai. Depuis la mort du roi, le couple a pris le pouvoir. Or Louis XIII déteste le favori. Il décide qu'il est temps pour lui de prendre le pouvoir. Conseillé par le duc de Luynes, il va organiser l'arrestation de Concini. L'homme est arrêté et assassiné dans la cour du Louvre le 24 avril 1617. Sa femme est condamnée à mort comme sorcière, décapitée et brûlée. Quant à la reine-mère, elle est forcée à l'exil au château de Blois. Elle s'en évade dans la nuit du 22 février 1619 et gagne Angoulême, où elle rentre en résistance contre son fils. Proche de la reine, Richelieu est logiquement renvoyé dans son évêché de Luçon. Mais le roi a des regrets. Il voudrait apaiser les rapports avec sa mère. Le père Joseph lui conseille alors de faire appel à Richelieu. Il remet à l'évêque en disgrâce la lettre du roi lui demandant d'être son intermédiaire auprès de la reine-mère. Richelieu part immédiatement pour Angoulême. Grâce aux Capucins, le voilà de nouveau au cœur du pouvoir. Le couple politique vient de se former. Il va incarner la suite du règne de Louis XIII. À partir du moment où le cardinal de Richelieu devient le principal ministre de Louis XIII, le père François devient son éminence grise, en rappel de la couleur de la robe des Capucins. Cette expression fut pour la première fois employée pour désigner Joseph-François Leclerc du Tremblay, dit aussi le père François. Conseiller officieux du cardinal de Richelieu, éminence rouge, et principal ministre du roi Louis XIII. Bien qu'il ne fût pas nommé cardinal, sa mort l'ayant privé de peu, ses détracteurs le considéraient aussi puissant que Richelieu. Il eut droit au titre d'éminence, si bien que les puissants et la cour craignaient et s'inclinaient devant le Capucin. Il joua un rôle déterminant dans la dernière phase de la guerre de 30 ans, en provoquant notamment l'intervention de la Suède. Par la suite, on désigne une personne exerçant une influence sur une personnalité publique au-delà de son rôle officiel par la locution d'éminence grise, par référence au rôle du père Joseph sur Richelieu. Par la suite, ou précédemment, d'autres personnages incarnent les conseillers de l'ombre, avec plus ou moins de réussite, mais sans jamais atteindre le degré de puissance du père Joseph. Alcuin, Jean Dubois, la marquise de Pompadour. En 1627, le moine assiste au siège de La Rochelle mené par le cardinal de Richelieu. La France était alors, sinon entrée dans la guerre de 30 ans, du moins dans une politique active de soutien aux protestants contre l'empereur catholique Ferdinand II. Cette alliance, qui semble contradictoire avec la ligne politique suivie à l'intérieur du royaume de France, avait évidemment un fondement politique, la lutte contre la maison des Habsbourg. Il rêvait d'une Europe unie dans une nouvelle croisade contre les Ottomans et considérait que les Habsbourg constituaient l'obstacle empêchant une paix européenne, que rendait cette union possible. Dès lors, le père François intrigue à la diète de Ratisbonne en 1630 contre les entreprises de l'empereur, faisant en sorte de provoquer l'intervention de la Suède de Gustave II Adolphe, se réconciliant avec les parties protestantes afin, pour ainsi dire, de mettre le mal au service du bien. Il fut l'une des personnalités de l'ombre et l'un des principaux artisans des traités de Westphalie, bien que sa mort survient 10 ans plus tôt. Ayant subi une première attaque cérébrale au printemps 1638, le père François meurt en quelques jours d'une seconde attaque en décembre suivant. Le cardinal de Richelieu écrira « Je perds ma consolation et mon unique secours, mon confident et mon appui ». Il sera par la suite remplacé par le cardinal Mazarin, comme interlocuteur privilégié du cardinal de Richelieu. Comme on l'a vu au XVIIe siècle, un homme de l'ombre, le père Joseph François, s'est imposé comme le plus proche conseiller du cardinal de Richelieu, lui-même principal ministre de Louis XIII et l'acteur principal aux côtés du roi pour l'affaiblissement de la maison des Habsbourg. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie.
Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.